On dit un mot et les gens le font partout au Japon. Avant de manger, ils joignent les mains et ils disent itadakimasu. Et ça, c'est pas du tout comme notre bon appétit. C'est vraiment un acte de gratitude envers ce qui nous est donné et où on englobe tout ce qui a permis que la nourriture arrive devant nous. Aux animaux et aux végétaux qui se sont sacrifiés pour qu'on mange et toute la chaîne humaine qui a permis que ça arrive devant nous. L'auteur qui a beaucoup fréquenté les temples zen au Japon, pratiqué, elle fait référence à ce qui s'appelle apparemment des contemplations et qui sont des prières qui sont récitées avant les repas pour bien prendre conscience de l'importance de la nourriture et de la manière de la préparer. Cela commence par une évidence, regarder les ingrédients nécessaires à ce plat, sentir la terre, l'eau, l'air, le soleil qui ont permis à la vie de se développer et, telle une valse qui s'élance, y voir aussi les grainiers, les agriculteurs, les maraîchers, le cuisinier, ceux qui ont emballé ces ingrédients. Mais la valse ne s'arrête pas là. Manger requiert un contenant, que ce soit l'assiette, les bols des moines zen ou le plat unique des Africains, qu'il a été fabriqué par un artisan potier ou de façon industrielle. C'est la joie du travail bien fait ou les larmes de sueur des travailleurs que l'on peut aussi y voir. Notre assiette est une histoire, celle de la terre, la nôtre. La reconnaître, c'est y participer. Ça me touche. Regarder son assiette, c'est commencer à sentir l'odeur de la forêt, le cri des arbres, le labeur des hommes, toutes les joies et les tristesses humaines et non humaines. C'est un jeu de piste, celle du grand jeu de notre vie. Purée, c'est fort. Oh, oh. Ça a beaucoup changé, je trouve. Les publics ont changé. Je pense qu'au début, c'était plus voir un beau jardin. Et ce jardin, quand je l'ai créé à l'époque, c'était une nécessité pour moi. En fait, il résulte d'un tiraillement entre mon atelier de peintre et l'espace extérieur. Je jardine depuis que j'ai de la terre et quand mon activité de peintre a commencé à se développer, j'étais tiraillée entre ce jardin où je cultivais des bons légumes pour ma famille et mon atelier. Quand j'étais à l'atelier, je me disais « Oh, faut que j'aille au jardin !» Et quand j'étais au jardin, je me disais « Si seulement je pouvais être à l'atelier !» Donc ça veut dire que j'étais jamais présente. Mon esprit était toujours ailleurs. Et je me suis dit, bon, je ne peux pas mener les deux de front, c'est trop, j'en lâche un. Et j'ai pensé lâcher le jardin un temps et j'ai vu que je ne pouvais pas. Alors je me suis dit, ok, je me la joue autrement. Je ramène l'art au jardin, j'en fais une œuvre. Et du coup, ça devenait aussi logique de l'ouvrir à un public, ce que je faisais 2 fois par an au début dans le cadre des rendez-vous au jardin et des journées du patrimoine. Et au décès de mon mari, le jardin, j'avais plus aucune énergie pour y travailler. Et je me rendais compte que ce site, il allait mourir parce que je n'arrive pas à... Il n'y avait plus de motivation, il n'y avait plus de sens. Et en fait, en l'ouvrant au public tout un été, je me suis aperçue très rapidement qu'en fait, les publics qui viennent le regarder le nourrissent de leur regard et que la charge du jardin est montée. Et à certains moments, quand les gens me disaient « Oh,
mais vous faites ça toute seule, mais comment vous faites et tout. Je dis, bah écoutez, moi je vous remercie en tout cas, parce que vous venez aussi d'apporter votre énergie à ce jardin. C'est aussi grâce au public qu'il existe dans cette densité qu'on peut percevoir. Et je me rends compte que beaucoup de gens se rendent compte de l'épaisseur de... Enfin, il y a une densité et les gens sont capables de l'apercevoir. Quand j'ai commencé à mélanger les légumes dans les carrés de jardin, les gens qui visitaient le jardin, qui étaient encore très ancrés dans les méthodes traditionnelles, qui avaient des alignements, ils étaient ouf, ils comprenaient pas. Et puis ils comprenaient pas non plus que la terre soit déjà couverte. Ah, parce que eux, c'était désherber, enlever tout, tout, surtout en Alsace. Hein. Attention, hein, on plaisante pas avec ça. Un jardin doit être propre, tiré au cordeau, maîtrisé. En fait, c'est la maîtrise. Et je pense que c'est une dérive qui s'est faite au moment des jardins à la française, où le roi Soleil, eh ben, il fallait qu'il domine tout. Et même la nature, il fallait qu'elle soit au cordeau. La volonté de l'homme complètement... la nature était asservie au pouvoir. Et je pense que ça a progressivement glissé dans les pratiques jardinières. Et là, quand même, on revient aussi vers quelque chose de plus vivant. Vivant. J'avais lu aussi un livre, les jardins de Findhorn, où il travaillait beaucoup avec les esprits du jardin. Une partie me parlait à l'époque, une partie était trop perchée pour moi, j'avais pas encore conscience de tout ça, mais ça a beaucoup influencé sur ma manière de jardiner. De demander l'autorisation à un arbre, de lui tailler les branches, à une époque c'était... Et même en ayant l'info qu'il fallait demander, moi j'y allais, bille en tête, sécateur en main et tchac tchac. Et je me suis pris à 2 reprises une branche dans l'œil. Tam. Et là je me suis dit, ok d'accord, j'y suis peut-être allée un peu franco. La prochaine fois je te pose la question. Vœu pieux. Je vais tailler un autre arbre, j'y entre, bille en tête et pas. Et tac, je me reprends une branche au même endroit. Ok, maintenant j'ai compris le message. Et c'est aller plus loin parce que le jardinier, à qui j'ai raconté l'histoire, il m'a dit, bon, je vais aller prévenir les buis que je vais aller les tailler. C'est génial. C'est génial. Je me suis dit, purée, toi tu es encore plus... Tu sais, l'absolutisme des convertis. Ça me rappelle une réflexion que je me suis faite au moment où je créais le jardin tel qu'il se présente aujourd'hui, où j'ai fait certaines choses sur un plan, sur une feuille, mais beaucoup de choses se sont faites pelle en main. Et à un moment donné, j'ai capté que mon terrain était en pente et que je pouvais utiliser cette caractéristique du terrain. Et donc j'ai sculpté des petites terrasses, j'ai enlevé de la terre, et à un moment donné, quand j'étais avec ma pelle à charrier de la terre, je me suis dit, je suis en train de sculpter. Mais je suis en train de sculpter la terre entière. C'était drôle, tu vois, cette prise de conscience. Et c'est vrai que dans mon petit espace, cette terre qui m'est prêtée pendant ma traversée ici, eh ben, c'est le plus que je puisse faire. C'est prendre vraiment soin de cette terre-là. Et je le fais aussi pour l'ensemble. Avoir la conscience
qu'en jardinant, on jardine l'ensemble, que c'est ma contribution, celle que je peux apporter, avec mon énergie, avec mes idées, avec mon état de conscience. C'est le plus que je puisse faire. Je ne peux pas révolutionner la planète, je peux juste révolutionner ma propre pratique et l'orienter vers plus de bienveillance, plus de conscience, et aussi que je ne travaille pas seule sur cette terre. En fait, il y a énormément de choses qui se passent au niveau du subtil. Souvent, les gens me disent « mais vous faites ça toute seule ». Alors je dis « non, j'ai de l'aide, j'ai un jardinier qui vient une fois par semaine pour faire ce que je peux déléguer ». Je dis « mais puis j'ai mes petits lutins qui travaillent la nuit, je ne les vois pas, mais je sais qu'ils sont là ». En fait, je le dis de manière humoristique, mais en réalité, je le crois. Je crois qu'il y a des aides. Si toi, tu vas dans le bon sens et tu les reconnais, ces aides, tu sais qu'elles existent et tu leur donnes une place, ben, ils vont te suivre.